L'ouvrage de sociologie des inégalités, rédigé par Olivier Galland et Yannick Lemel, propose une analyse exhaustive des hiérarchies sociales de la préhistoire à l'ère contemporaine. Les auteurs définissent l'inégalité comme une différence d'accès aux biens sociaux jugés injustifiés et retracent l'évolution des outils conceptuels de la discipline depuis la stratification classique jusqu'aux approches postmodernes. Ce faisant, ils explorent la transition historique des sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires vers des structures complexes où le surplus productif et les ambitions politiques favorisent la domination. À travers l'examen des modèles de Lenski et de Kuznets, ils détaillent comment l'industrialisation et la démocratie ont amorcé un retournement des disparités économiques au XXe siècle, avant d'exposer les théories fondamentales de Marx, Weber et Tocqueville pour expliquer la persistance des clivages sociaux et l'émergence des classes moyennes. La stratification sociale, concept central et théorie classique. La stratification sociale est le concept central utilisé par la sociologie pour analyser l'organisation des inégalités au sein d'une société. Elle étudie les processus par lesquels les ressources et les gratifications sont distribuées de manière inégale dans un système social, appréhendant ces disparités comme des traits structurels et systématiques. Traditionnellement, les sociologues considèrent que la structure sociale est composée de places ou positions qui préexistent aux individus. L'occupation professionnelle constitue l'indicateur majeur pour repérer ces places car elle reflète la combinaison des ressources, revenus, diplômes, prestige dont dispose un individu. La position sociale résulte d'un mélange de caractéristiques sur lesquelles l'individu n'a pas de prise, âge, sexe, origine familiale, et de caractéristiques résultant de ses actions, éducation, carrière. La discipline s'est construite autour de plusieurs écoles de pensée qui définissent différemment les bases de la structure sociale. La perspective marxiste repose sur la lutte des classes et l'opposition binaire entre ceux qui possèdent les moyens de production, capitalistes, et ceux qui vendent leur force de travail, prolétaires. Pour Marx, l'infrastructure matérielle détermine la superstructure sociale et idéologique et le passage de la classe en soi à la classe pour soi, prise de conscience collective, est le moteur de la transformation sociale. Max Weber propose une approche multidimensionnelle en distinguant trois ordres. L'ordre économique, la classe, liée à la situation de marché, l'ordre social, le statut, lié au prestige et au style de vie, et l'ordre politique, le pouvoir, capacité d'influencer autrui. Contrairement à Marx, ces dimensions peuvent ne pas coïncider, ouvrant la possibilité d'une incohérence de statut. Les théories fonctionnalistes, représentées par Davis et Moore, postulent que la stratification est une nécessité fonctionnelle. Pour attirer les individus les plus qualifiés vers les postes les plus importants, la société doit offrir des récompenses inégales, revenus, prestige, créant ainsi une hiérarchie utile à la collectivité. Pierre Bourdieu renouvelle l'approche par la théorie des capitaux, économiques, culturels, sociales. Pour lui, la stratification repose sur la reproduction sociale où les classes dominantes imposent leur culture comme légitime pour maintenir leur position. Il existe une homologie structurale entre la position sociale et les goûts ou styles de vie, la distinction. Enfin, Alexis de Tocqueville voit dans les sociétés modernes une tendance irréversible vers l'égalité des conditions, distinguant l'égalité imaginaire, le sentiment que tous sont fondamentalement semblables en dignité et en droit, de l'égalité réelle, économique, qui n'est pas nécessairement atteinte. Dans une société démocratique, les positions ne sont plus immuables, permettant à chacun de nourrir des ambitions d'ascension sociale. L'évolution historique des inégalités. L'histoire de la stratification montre une complexification croissante. Contrairement aux idées reçues, l'inégalité n'est pas inhérente à toute organisation sociale. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs simples étaient globalement égalitaires entre les foyers, bien que des hiérarchies basées sur l'âge et le sexe aient existé. L'inégalité sociale proprement dite est apparue avec la capacité de produire un surplus bien avant l'invention de l'agriculture. Les chasseurs-cueilleurs complexes, souvent des pêcheurs sédentaires, dégageaient un surplus alimentaire qu'ils stockaient et l'appropriation privée de ces réserves entraînait l'apparition de différenciations entre riches et pauvres.
Selon la typologie de Gerhard Lenski, l'inégalité a tendu à augmenter avec le développement technologique, atteignant un pic dans les sociétés agraires où une petite élite monopolisait l'essentiel des richesses tandis que la masse de la population vivait au niveau de subsistance. L'apparition des inégalités est liée à la possibilité de générer un surplus et à l'émergence d'individus désirant d'accroître leurs privilèges, les aggrandizers de Brian Hayden. Deux modèles tentent d'expliquer ce basculement, le modèle fonctionnaliste, où l'inégalité serait utile à la collectivité, et le modèle politique, où l'inégalité résulte de l'action d'individus ambitieux. La révolution industrielle marqua une étape fondamentale en interrompant cet accroissement séculaire. Simon Kuznets a théorisé une évolution en U inversée, l'industrialisation fait d'abord monter l'inégalité, puis la fait baisser. Dans la première moitié du XXe siècle, les pays riches ont connu une forte baisse des inégalités, principalement par l'effondrement des revenus du capital suite aux guerres mondiales, à l'inflation et aux crises économiques. Cependant, à partir des années 1980, dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni, l'inégalité a recommencé à croître brutalement, phénomène appelé le grand U-turn. En France, la baisse s'est ralentie puis interrompue dans les années 1990, bien que la situation reste plus stable qu'ailleurs grâce à une redistribution verticale importante. La période récente est marquée par un paradoxe lié à la mondialisation. À l'échelle mondiale, l'inégalité entre tous les individus de la planète diminue de manière significative, portée par le rattrapage économique des pays émergents comme la Chine et l'Inde. Mais à l'échelle nationale, l'inégalité augmente à l'intérieur de chaque pays, y compris dans les pays nordiques traditionnellement égalitaires, avec une polarisation entre une petite élite dont les revenus explosent, les working rich, et le reste de la population. Les sociétés pré-industrielles recouvrent un ensemble hétéroclite de situations historiques allant de l'apparition de l'homme jusqu'à la révolution industrielle. Pour les analyser sous l'angle de l'inégalité, la sociologie retient 3 critères: la présence de l'agriculture ou de l'élevage, la capacité de stockage des richesses et la présence ou non d'un État. On distingue plusieurs types. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs simples sont souvent qualifiées d'égalitaires, bien que des hiérarchies basées sur l'âge et le sexe aient existé. Les chasseurs-cueilleurs complexes, apparus avant l'agriculture, dégagent un surplus et connaissent des différenciations économiques. Dans les sociétés horticoles et d'éleveurs sans État, la terre n'est encore pas appropriée durablement, ce qui empêche la formation de classes de propriétaires terriens. L'inégalité se mesure davantage en termes de pouvoir et de prestige, avec une richesse souvent ostentatoire ou servant à des stratégies matrimoniales. L'apparition de l'État fonde une domination politique spécifique. Les civilisations antiques, comme Rome, Égypte, Chine, reposaient souvent sur l'utilisation massive d'esclaves, permettant à une aristocratie terrienne de monopoliser la richesse et le pouvoir politique. Dans les royaumes d'Afrique précoloniaux, la hiérarchie est fondée sur la naissance et l'appartenance dynastique. La société d'ordre du Moyen-Âge européen est divisée en 3 ordres hiérarchisés en dignité: ceux qui prient, le clergé, ceux qui font la guerre, la noblesse, et ceux qui travaillent, le tiers-état. Le clergé et la noblesse jouissant de privilèges considérables, notamment l'exemption d'impôts. Enfin, la société de caste, représentée par la société indienne, est considérée comme la quintessence de l'inégalité institutionnalisée, avec une hiérarchie fondée sur un principe religieux de pureté, opposant les brahmanes, purs, aux intouchables, impurs, système intrinsèquement héréditaire et immuable. Les hiérarchies de dominance représentent une forme universelle d'organisation chez la plupart des espèces animales, sociales, servant de précurseurs biologiques aux structures d'inégalité humaine. Chez les animaux sociaux, la dominance s'observe dans les relations interindividuelles où un individu s'établit comme dominant et l'autre comme dominé. Ces hiérarchies stables régissent l'ordre de priorité pour l'accès à la nourriture et aux partenaires sexuels. Chez les primates, comme les chimpanzés, ces hiérarchies ne sont pas figées. Les individus peuvent mettre en œuvre des stratégies relationnelles complexes pour améliorer leur position relative. L'espèce humaine partage ces comportements fondamentaux, mais elle a transformé les interactions individuelles en structures durables. Dans les petits groupes de premiers humains, comme Homo habilis, la dominance restait purement interindividuelle.
Avec l'avènement des grandes sociétés, Homo sapiens, ces relations se sont cristallisées dans des institutions politiques qui légitiment la domination des élites et permettent leur reproduction. En sociologie, la notion de prestige professionnel est vue comme un prolongement de ces relations de dominance et de déférence entre individus. Deux modèles importants permettent de comprendre ces dynamiques. Le modèle de Roger et Gold explique comment une hiérarchie de statut évolue dans un petit groupe. Chacun cherche à se lier au mieux placé, recherche de statut, tout en privilégiant la réciprocité, ce qui tend généralement à amplifier les différences initiales de statut. La théorie de la dominance sociale, SDO, de Jim Sidanius et Felicia Prato, définit l'orientation à la dominance sociale comme une attitude psychologique mesurant à quel point un individu considère comme normal ou bénéfique que la société soit organisée en hiérarchie entre groupes. Même dans les sociétés dites égalitaires, des hiérarchies de dominance subsistent, souvent basées sur l'âge et le sexe, conférant aux aînés l'autorité légitime sur les plus jeunes. Débat contemporain et défis. La pertinence des schémas de classe traditionnels est aujourd'hui discutée. Certains auteurs